suis en train de manger une poignée d'amandes, donc c'est pas possible de commencer la vidéo avec la bouche pleine. Ça ne se fait pas, Ève. On arrête tout de suite. Eh bien, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui est un carnet de lecture, qui est également un 7 jours 7 livres dans le cadre du Petit mois petite lecture de Audrey, le souffle des mots, et de Février Tapal d'Alex Bouquin en Prada. Voilà, donc on fait tout et à la fin on fera le bilan, l'idée étant de lire au maximum des petits livres de sa pile à lire tout le mois de février. Écoutez, on est le 17, j'avoue que il y a des bricasses qui m'appellent, mais je vais continuer sur ma lancée des petits bouquins parce que c'est assez agréable de vider sa palle. Ouais, je trouve aussi quand même, il y a une certaine satisfaction à sortir des petits livres et à les enchaîner. Mais voilà, faut pas non plus que ça dure trop. Voilà, je serais contente de retourner dans un univers dense. Mais globalement, je fais des bonnes lectures, donc c'est cool. Voilà. Alors, ce carnet de lecture commence de façon un peu différente pour moi, puisque je suis toute seule à la maison. Pendant tout ce carnet, je serai toute seule. Et encore après. Donc, en fait, normalement, ce carnet, j'aurais dû commencer à le tourner mercredi, puisque c'était le 14. Là, on est le 17. En fait, j'ai pris un peu de retard. Il y a une lecture qui m'a plombée. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la regarder. Voilà, donc c'est pas grave, on y va gaiement. On continue. Et puis voilà. Donc, il faut que je vous parle d'un autre livre qui est en bas. C'est pas grave, je vous en parlerai plus tard. Hein, il n'y a pas d'urgence. En fait, j'ai lu 2 livres. Il y en a un qui est presque fini là. Et je vais vous dire un petit peu ce que je compte lire. Donc, j'ai lu Homo sapiens de Niviaq Corneliusson, que j'ai sélectionné dans le cadre de mon tour du monde, puisque en février, on est en escale en Amérique du Nord. Et l'autrice de ce livre, assez exceptionnel, est groenlandaise. Voilà. Donc le Groenland, il y a quand même peu d'écrivains. Elle est une de celles qui a réussi à être publiée dans tout le monde entier avec ce livre. Et je comprends pourquoi, parce que c'est un livre à la fois intimiste sur le Groenland et en même temps qui peut parler à tout le monde, assez moderne. Donc en fait, on va parler de la façon dont les jeunes, à une époque plutôt actuelle, peuvent se définir ou avoir des difficultés à se définir sexuellement, à être acceptés par leurs amis, la famille, tout ça, surtout leurs amis. Et on va suivre 5 personnages, si je ne dis pas de bêtises, ouais. 5 personnages, donc c'est un roman choral. Chaque chapitre est un des personnages. On va suivre... alors, voilà, je vais vous le lire, ce sera plus simple. Fia, qui découvre qu'elle aime les femmes. Ivik, qui comprend qu'elle est un homme. Arnak et Inuk, qui se pardonnent. Et Sarah, qui choisit de vivre. On est dans un environnement... On sent qu'au Groenland, la jeunesse a des difficultés à vivre, survivre, on va dire. Je sais qu'il y a des vagues de suicides importants dans la ville de Nuuk, notamment, dans laquelle se passe notre histoire. Et on sent que c'est un monde qui n'est pas forcément évident. Je trouve que c'est un roman vraiment super bien écrit. Je trouvais que c'était vraiment très bien écrit. Je n'ai pas corné de pages, mais alors j'ai été embarquée dans l'histoire et je me suis régalée du début à la fin. Au début, on ne sait pas trop qui parle et petit à petit, on a d'abord le premier personnage qui va nous immerger dans une histoire, l'histoire de Fia, donc qui au départ est avec un homme et finalement se rend compte que elle n'a jamais pris de plaisir sexuel avec lui, ni avec aucun homme d'ailleurs.
et qui va se rendre compte au détour d'une soirée. Il y a beaucoup de soirées dans ce roman. Elle a un coup de foudre en fait pour une autre jeune femme, Sarah, et en fait ça la bouscule complètement et on l'entend, donc c'est vraiment à la première personne, c'est elle qui parle et elle nous explique tout son cheminement. Et ensuite on va suivre son frère qui va avoir des difficultés à comprendre Fia, notamment dans son changement de sexualité, puisqu'elle va lui annoncer. Elle lui dit qu'elle fait fausse route, mais finalement il va se rendre compte lui-même que lui aussi il aime plutôt les hommes, donc lui aussi il a une homosexualité qu'il doit s'avouer. De l'autre côté, on a une jeune femme qui n'a pas de retenue sexuelle et qui couche à tout va, mais qui finalement est assez touchée par ce que certaines personnes, notamment Inuk, qui est donc le frère de Fia. Donc en fait, tous les personnages se rejoignent et échangent sur leur identité. J'ai été touchée par le personnage de Sarah. Il m'a beaucoup touchée, le personnage de Fia. Franchement, tous les personnages sont extrêmement touchants. Notamment, ils sont vraiment en recherche d'eux-mêmes. En fait, moi, j'ai compris la détresse groenlandaise, notamment de ces jeunes là au Groenland, dans le personnage d'Inuk, qui est donc le frère de Fia, la première protagoniste, parce qu'en fait, il s'enfuit du Groenland pour s'éloigner du problème, et en fait, finalement, il se rend compte que pour pouvoir l'affronter, il va devoir revenir, mais en fait, il y a besoin de cette fuite, parce que je pense que comme le Groenland en fait est un pays immense et que les seules villes qui existent sont finalement assez exiguës, c'est difficile de cacher quoi que ce soit, et on sent en fait cette promiscuité et tous les bouleversements que cela peut avoir comme conséquence. Et le personnage de Sarah, qui n'est pas loin de se donner la mort, à la fin, la dernière histoire était vraiment troublante. J'ai trouvé que c'était bien écrit, j'ai trouvé que c'était moderne. Il y a même des échanges de textos à certains moments. Mais c'était tout à fait logique dans le fait dans cette histoire, ça prenait sa place de façon logique. Et moi, j'ai trouvé que c'était très bien. J'ai trouvé que c'était abordé d'une façon intelligente, hyper réaliste, positive aussi, malgré tout, malgré le fait qu'on sent qu'il y a vraiment des choses assez lourdes à porter dans ce pays-là. Donc je trouvais que pour une immersion dans le Groenland, c'était un bon choix. La même autrice a sorti l'année dernière un livre, je vous mettrai la couverture là, et en fait ça me tentait, et en revanche j'ai regardé sur Livre Addict, il est pas bien noté, mais bon, je pense que je le prendrai quand même, je crois qu'il est à ma bibliothèque, et je suis intriguée du coup pour savoir ce qu'elle a écrit d'autre, mais je crois qu'il a moins bien marché que celui-ci. Voilà, mais en même temps je trouvais que son écriture était franchement chouette. Elle est assez jeune, hein, Nivia Corneliusson, donc une autrice à suivre que je n'aurais jamais découvert autrement que par ce tour du monde, je pense. Enfin si, peut-être, je ne sais pas. Sinon, donc j'ai lu un manga que je vous montrerai demain. Donc là, je suis toute seule, ce qui veut dire que je vais pouvoir lire à gogo. J'ai pas envie que seulement de lire. Je n'arrive pas à parler, je suis désolée, on est vendredi dans l'après-midi, je suis fatiguée. Mais j'aimerais bien avancer et finir quelques livres. Donc déjà, je vais vous montrer ce que j'aimerais finir. Donc ça, ma lecture en cours, c'est Emmaüs d'Alessandro Barreco. Est-ce que ça vous étonne si je vous dis que je suis complètement conquise? Voilà, donc j'adore. Vraiment, le sujet est top et l'écriture est toujours aussi intéressante. Je suis complètement embarquée. Je suis en train de faire une lecture en VO que j'aimerais bien terminer en février. Donc c'est un roman jeunesse, une enquête d'un jeune garçon qui va rejoindre le MI6 pour essayer de comprendre comment son oncle est mort, puisqu'apparemment il a été assassiné et qu'en fait c'était un agent secret.
Voilà, on est là-dedans. Cette édition est plutôt sympa parce qu'en fait, moi je lis, j'essaie de pas trop regarder les mots, sauf quand les mots je les connais pas, et dans ces cas-là je regarde, et du coup ça aide à comprendre, et puis surtout ça marque, je pense que ça reste dans la tête, la définition reste un peu plus, et moi je trouve ça franchement plutôt chouette, donc j'irai regarder dans cette collection s'il n'y a pas des choses un peu plus intéressantes, parce que en soi, l'histoire, je ne suis pas non plus passionnée, vous voyez. J'aimerais bien avancer et terminer ces nouvelles de Lovecraft. Je suis à la moitié, un peu moins de la moitié. Donc là, il faudrait que je me force. À chaque livre terminé, j'en ai 3, il me reste à lire, je crois. Il faut que j'en lise une. Donc je vais essayer de me forcer à faire ça. Dans mes oreilles, j'ai Déraciné de Naomi Novik, et vous voyez... il ne reste plus grand chose à écouter. Ça marche pas très bien avec moi, mais on en reparlera au moment où j'aurai terminé. Hein, voilà. Sinon, bah écoutez, j'ai encore pas mal de livres dans lesquels piocher. J'aimerais bien aussi, bah, du coup, faire un jour un livre et peut-être essayer de caler un manga ou un graphique par jour. Puisque du coup j'aurai du temps de lecture, hein. J'ai pas que ça, mais du coup si je peux j'essaierai de le faire. Donc aujourd'hui j'aimerais bien me choisir un graphique, je vais le faire, ils sont juste là devant moi, c'est pour ça que je regarde en bas. Donc je vais en choisir un. Et puis j'ai toute la saga Arte aussi qui est là, que j'aimerais bien avancer, donc finalement je vais peut-être aller choisir là-dedans. Ouais, c'est possible. Et puis voilà, donc on se retrouve un peu plus tard, et donc du coup carnet de lecture va courir de aujourd'hui 17 le vendredi jusqu'à mardi, mercredi. En fait, je finirai de tourner mercredi. Et mercredi, je vais peut-être essayer de me faire un readathon. Voilà. Je ne l'ai pas proposé sur Discord, je vais peut-être en parler comme ce serait bien. Mais c'est vrai que le mercredi, c'est plus difficile pour certaines personnes de faire le readathon. Mais j'aimerais bien faire un readathon. Et voilà! C'est tout, donc j'espère que vous allez passer une bonne vidéo en ma compagnie et puis que je vais découvrir des jolies lectures et que je vais venir vous en parler avec la plus grande joie. Bon allez, je vous laisse là, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Du dimanche matin, j'espère que vous allez bien. Il fait pas très beau, mais je vais quand même aller me balader cet après-midi. Donc je suis toute seule chez moi, donc je lis. Je fais pas que ça, je vous ai aussi filmé hier un bookshelf tour. J'en ai profité pour ranger mes bibliothèques, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai mal au dos. Tout va bien. Mes enfants et mon garçon, je pense que je vous l'ai dit là, mes enfants et mon garçon, c'est pas mal, hein. Mes enfants et mon homme sont en vacances dans le Vercors. Excusez-moi, mais... cette lumière n'est pas la réalité, donc il faut que ça change. On a l'impression que je n'ai pas de rides, que je n'ai pas de peau sèche et tout, mais si, c'est ma vraie tête, c'est ça. Donc, revenons à nos moutons. Donc ils sont partis en vacances, ce qui fait que je suis à la maison, je suis toute seule, je fais des choses, je me suis fait des listes de trucs à faire que j'avais envie de faire, tranquillou bilou. J'ai mon puzzle qui est en cours, faudrait que je vous montre d'ailleurs. J'ai remonté parce que mon chat avait tout fait tomber derrière le radiateur quasiment, donc il a fallu que je reparte de la moitié de ce que j'avais fait. Trop contente, mais ça va parce que en fait j'ai que ça à faire, donc c'est cool. J'ai
Ouais, donc j'ai fait le bookshelf tour hier, c'était trop cool, j'ai pas fait le montage, il faut que je le fasse. J'espère que ça va vous plaire, je pense qu'il sera sorti d'ici là, donc je vous mets le petit i en haut pour que vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Je voulais absolument vous remercier des commentaires sous la vidéo Book Haul et concours des 1000 abonnés, parce que je ne peux pas vous remercier sur les commentaires, sinon ça va en fait... comment dire, ça va empêcher le tirage au sort, c'est-à-dire que je risque d'être piochée dans le tirage au sort, donc j'ai pas envie, ça va juste m'embêter au moment du tirage au sort, donc je le fais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup déjà pour tous vos conseils, parce que vous m'avez donné plein d'envie de lecture, merci, ma wishlist vous remercie, mais surtout c'est tellement gentil pour... ouais, tellement gentil vos messages, voilà, ça me fait vraiment plaisir. J'ai noté aussi des idées de vidéos, notamment des focus sur des auteurs. J'ai très envie de faire ça parce que ce que j'ai envie de faire en fait, c'est de faire des focus sur mes auteurs chouchous et d'en profiter pour lire un livre en plus de l'auteur et voir si cette passion me tient encore, si ça fonctionne toujours. Et par exemple, Alessandro Barreco, j'en ai 3 dans ma pile à lire, donc je pourrais très bien me faire une semaine de Barreco, ce serait trop cool. Mais en fait, je sais pas trop si c'est bien, si c'est une bonne idée de faire ça, j'ai pas envie que ce soit non plus trop focus, donc je sais pas, ou alors j'étale le tournage, je sais pas. En tout cas, j'ai noté vos idées qui sont vraiment très bonnes. Voilà, aussi, vous m'avez dit les livres vraiment mes livres préférés à tout jamais. C'est pas facile ça. Moi je trouve que c'est une idée de vidéo très très bonne, mais c'est vraiment pas facile parce que je constate que je ne suis plus la lectrice que j'étais quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 30 ans, j'étais moins grande lectrice que quand j'avais 20 ans, et aujourd'hui je suis une autre lectrice. Donc voilà, je ne sais pas trop. Celle-là, je sais pas trop. Je pourrais le faire, mais pour moi, il faut attendre un petit peu. Voilà. Bon, bref. J'ai lu des choses. Regardez tout ce que j'ai lu. Alors, déjà, je peux en enlever 3 parce que les Arte, je suis en train de les lire et j'en ai 3 autres que je vais lire prochainement, donc je vous en parle plus tard. Voilà. Il y a 2 déceptions et 3 passions. 2 déceptions, 3 passions. Tout va bien, il y a plus de passion que de déception. Alors, je suis un peu embêtée et c'est comme ça. Mais ce sont 2 livres qu'on m'a prêtés. Alors, il y en a un qui a été prêté à mon fils et un qui m'a été prêté. Et donc, ça ne remet pas du tout en question la personne que j'adore qui me les a prêtés parce que je l'adore, elle est trop mignonne et c'était trop chouette de pouvoir parler lecture avec elle. Mais je ne veux pas vous dire que j'ai aimé ces livres puisque ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas non plus, j'ai pas détesté, hein, mais voilà, j'ai pas été forcément conquise. Alors d'abord il y a Ganm, qui est un manga. C'est le premier tome d'une longue série, hein, j'ai vu, de SF. C'est un manga de Yukito Kishiro, qui est un homme. Donc au cœur de la décharge dans laquelle il vit, un cybernéticien retrouve les restes d'une jeune androïde. Il va dire oh, « mais elle est trop trop belle ». Il voit en fait d'abord son visage. Il va la trouver, on est à des années après notre monde. Et il va en fait lui donner un corps et un cerveau. Il va la ramener à la vie et c'est le début d'une saga qui va bouleverser l'ensemble du système solaire. Oui, alors, ok, donc il va la ramener à la vie. Déjà, il tombe en amour devant la beauté de son visage. Je ne suis pas particulièrement féministe, mais cette femme objet, ça m'a posé problème. En plus, il lui trouve un corps au départ qui est un corps de bombasse. Voyons voir, que je vous montre un petit peu. D'ailleurs, il va aller concrètement, l'histoire de départ, c'est qu'il va aller rencontrer, il va aller voir genre
une nana, on se demande si c'est pas une péripapéticienne. Il va la rencontrer, vous voyez, cette superbe nana, là, qui a un corps particulièrement avantageux, inexistant, impossible. Je vais m'asseoir parce que vous savez qu'à chaque fois ça me fait mal aux fesses, aux pieds. Voilà, je suis assise, c'est mieux. Donc, il va rencontrer cette nana dans la rue, puis il va lui décider que finalement, ce robot, hein, puisqu'elle est robotisée, on la voit bien, il ne sert pas à grand-chose, et puis surtout, il pourra être utile pour lui. Surtout que là, à cette époque-là, on se dit que concrètement, ces robots ne sont pas loin d'être des humains. Donc, il y a une limite là qui est moyenne. Donc, en fait, il va tuer cette nana pour récupérer son corps. Voilà. Donc on cautionne ça au départ. Et puis ensuite, la splendide, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il va lui donner un nom. Gun, je ne sais plus comment elle s'appelle. Gali. Il va lui donner d'abord une petite poitrine et des bras très très bien décorés. Donc elle est trop contente. Et puis il va faire pareil pour les jambes. Voilà. Ok, donc elle est particulièrement mignonne. En fait, ce qui va se passer, c'est que les injustices vont la pousser. En fait, elle a aucun souvenir de son enfance, de son passé, parce qu'elle n'a pas eu d'enfance. Elle a aucun souvenir de son passé. Et elle se rend bien compte qu'elle a une force en elle, hors du commun. Et en fait, quand elle voit celui qu'elle appelle son père, mais donc, qui est son généticien, cybernéticien, elle le sent en danger. Et en fait, elle va tuer les méchants. C'est pas plus compliqué que ça. Dans des images assez violentes, il y a pas mal d'images de bastons. Hein. Si vous aimez les bastons, ça peut marcher. Je vous montre un peu. Il y a des planches en couleur dedans. Et donc, à un moment, elle va quasiment se faire arracher les jambes, tout ça. Et puis, il va la reconstruire hein, sans cesse. Et là, il va lui donner genre un corps de super-héros. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Il va lui donner un corps de super-héros, comme ça. Et là, ça va devenir une badass qui peut tuer tout le monde. Voilà. J'ai pas trop aimé le traitement de l'image de... Enfin, la femme objet, là, ça ne me plaît pas trop. Surtout qu'on la voit pas trop penser par elle-même. C'est pas suffisant pour moi. Donc, non, j'ai pas trop aimé. Mon fils m'a dit qu'il avait trouvé ça plutôt sympa. Je pense qu'il aime bien les bastons, voilà. Donc, ça doit être de son âge, je sais pas. Et le livre donc, qui m'a déçue aussi et qui a fait que j'ai même enlevé... La fileuse d'argent de ma pile à lire. C'est Déraciné de Naomi Novik, ici chez J'ai lu. Et en fait, moi, je ne l'ai pas lu dans ce livre donc, que Fanny m'a prêté. Je l'ai lu en audio. Et alors, au début, je me suis dit que ça commençait vachement bien. Donc, c'est un livre très long. Il fait plus de 500 pages. En audio, il fait 13 heures, un truc comme ça. Donc, c'est un livre assez long. Qui va parler, je vous en ai déjà parlé un petit peu, en fait quand l'histoire ne plaît pas, alors déjà c'est pas forcément évident de raconter une histoire comme ça, et en plus j'ai pas forcément envie, donc on va faire ça rapidement, parce que ça me saoule un peu. Donc en fait l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle comment? Casia. Voilà. Casia, c'est une jeune femme assez intrépide qui n'est pas dans les conventions sociales, habite dans le village de Dvernik, qui est protégé par le dragon. Le dragon, c'est en fait un grand magicien qui vient chaque année, non pas chaque année, qui vient de temps en temps dans le village pour récupérer une des jeunes femmes du village et l'emmener dans son château avec lui, dans sa maison, c'est pas forcément un château. Et ce dragon, au départ, moi je pensais que c'était un vrai dragon. Hein. Je n'avais pas compris. En fait, c'est un homme. Et en fait, les jeunes femmes qui sont choisies, il vient et elles sont en rang comme ça. Il passe et il va choisir celle qui
qui lui plaît le plus, on va dire, pour l'emmener. Et au départ, tout le monde pense que ça va être, comment est-ce qu'elle s'appelle, la copine de Kasia, Agnieszka, qui a tout, en fait, pour lui plaire. Elle est belle, elle est posée, elle suit les règles, elle est calme, tout ça. Et en fait, c'est pas Agnieszka qui va être prise, alors qu'elle aussi s'apprête à être emmenée par le dragon. Finalement, c'est Kasia, le mouton boiteux, là, je sais pas comment on dit, qui est prise à la place. Elle comprend pas pourquoi. Elle comprend pas pourquoi, parce que franchement, il semble pas que ce soit la plus jolie, mais finalement, on se rend compte qu'elle doit pas être si moche que ça. Hein, voilà. Et donc, elle comprend pas pourquoi, mais bon, elle accepte son destin. Ce dragon protège le pays, et notamment la ville de Dvernik, le village, des assauts d'un bois maléfique, qui est vraiment le méchant de l'histoire. Donc, en fait, cette histoire, elle est écrite comme un conte. Un conte qui, selon moi, est un petit peu long. En fait, on va suivre Kasia. Kasia, en fait, elle n'a pas du tout conscience de pourquoi elle est là. Donc, elle est maladroite. Elle va essayer de... Elle est jamais présentable, tout ça. Et le dragon est exaspéré très vite par elle. Mais on se demande pourquoi est-ce qu'il l'a choisie. Et on va vite comprendre qu'elle a des facilités à faire de la magie elle-même. Et que le dragon, lui, il n'a pas eu trop le choix que de la prendre. Parce qu'en fait, il ne vole pas les femmes pour en faire sa propre femme. Pas du tout. Il les prend avec lui pour pouvoir les former. Donc en fait, il va lui apprendre à devenir magicienne. Voilà. Donc c'est ça l'histoire, et Kasia va devenir une puissante magicienne. Je vais pas trop vous en dire comment, mais en tout cas, contre toute attente et un peu à l'envers de ce qu'on lui demande de faire. Voilà. Et elle va se retrouver dans une position où elle va devoir prendre des décisions elle-même rapidement. Et voilà. Voilà ce que j'en garde. C'est assez long. En fait, l'histoire, les seuls moments où moi j'ai aimé, c'est quand ça dérape un petit peu. Parce que sinon, c'est un conte qui, selon moi, aurait dû être écrit beaucoup plus vite. C'est long, c'est lent. Au bout de 3 heures de lecture, je me suis dit, mais elle veut nous emmener où? Les phrases sont longues. Et il y a des moments, je dérapais, je me dis, quoi? De quoi il parle là? J'ai eu du mal à rester focus sur mon histoire. Et du coup, les 3 dernières heures, là, elles étaient longues. Et la fin de l'histoire, oui. Alors moi, mon personnage préféré, c'était le dragon. Voilà. Mais du coup, j'étais un petit peu embêtée. Parce que, voilà, je vous dis pas pourquoi. Mais il y a des trucs... voilà, j'ai pas compris, en fait, j'ai pas compris pourquoi certaines ficelles ont été tirées plutôt que d'autres. J'aurais pas tiré sur celle-ci, et j'ai trouvé que celles qui avaient été tirées n'étaient pas forcément les plus intéressantes. Je veux pas vous raconter plus, parce que si vous aimez cette forme de conte, ça peut vous plaire, puisque je sais que, par exemple, enfin je sais que ce livre, il a vraiment beaucoup plu, que ça a été vraiment une découverte de plume pour certains. Moi, j'ai pas particulièrement été touchée par la plume, j'ai pas trouvé forcément d'intensité dans l'histoire, ni dans la façon dont c'était écrit, raconté, parce que moi, on me l'a raconté. Et voilà, donc quelque part, j'étais contente de l'avoir pris en audio, parce que je me suis dit, oh là là, dis donc, je l'aurais peut-être refermé en livre. Mais j'avais envie d'aller jusqu'au bout, parce que je voulais avoir mon propre avis sur cette histoire-là. Donc c'est le cas. Donc cette pavasse a été lue, moyennement aimée, et la plume de Naomi Novik n'est pas forcément celle qui retient mon attention. Malheureusement, ce n'est pas forcément pour moi. Mais chacun ses goûts, hein. Je ne critique pas plus que ça. Sinon, dans l'ordre, ensuite, j'ai lu Emmaüs d'Alessandro Baricco. Oui, ça, cette plume-là, c'est pour moi. C'est pas la première fois que je vous le dis, j'ai lu la semaine dernière, j'ai relu la semaine dernière soir. Là, j'ai découvert ce livre d'Alessandro Baricco. Il est petit aussi, il fait 170 pages à peu près. Alors, voilà, on est dans les années 70, on est dans une ville, je ne sais pas trop où. Est-ce que c'est écrit? Bon, bref. La première scène est assez terrible. On va suivre un personnage, un jeune homme. Ça fait 2 pages, la première scène.
il rencontre en voiture, une voiture s'arrête à côté de lui et il se rend compte que c'est le père d'une jeune fille qu'il connaît qui s'appelle André. Et ce père lui demande: est-ce que tu as vu André? Et lui pense qu'on lui demande si... il pense pas qu'on lui pose cette question-là. Il pense qu'on lui demande: est-ce que tu as vu comme elle était... tu as vu à quel point elle était troublante, tu as vu à quel point comment elle était, telle la veille ou je sais pas quand. Et il dit: oui, je l'ai vue partout. Il lui répond: je l'ai vue partout. Non, il lui répond d'abord: oui, je l'ai vue. Et donc le père lui demande: où ça? Et il répond: partout. Et son père fait oui de la tête en voiture, et puis il ferme la vitre de la voiture et il continue. 4 rues plus loin, ce père meurt embouti par une voiture un peu folle. Et voilà, l'histoire commence comme ça. Donc on se rend bien compte que déjà, rien qu'en faisant ça, on va suivre l'histoire de ce jeune homme qui est quand même à côté de la plaque, qui apparemment est sous l'emprise de cette jeune fille André, et qu'il va y avoir des drames. Voilà. Et concrètement, parce que j'ai pas envie de vous en dire trop, je peux juste vous dire que ce personnage qu'on suit, il est extrêmement éteint. Il fait partie de... Alors, quand il parle de sa congrégation, c'est ça, comment on dit? C'est ça, hein, quand on a une congrégation religieuse, quoi, quand il y a une communauté, de sa communauté religieuse extrêmement forte, il dit nous. Il dit pas... Celle-là aussi, elle craque. Il dit pas je, il dit nous. Donc, quand il dit nous, il englobe les parents, ses amis, les parents de ses amis, le prêtre, tout, l'église. Donc vraiment voilà. Il se définit par l'église, par sa façon de faire au quotidien. Donc on va avoir en fait un portrait d'une jeunesse extrêmement catholique parce que les parents forcent les enfants à être comme ça. Mais il y a vraiment une empreinte très très forte à tel point qu'un des jeunes garçons qu'on surnomme le Saint a vraiment très très jeune pour vocation de devenir prêtre. Voilà. Et on va avoir d'autres jeunes. Donc après, petit à petit, on connaît les prénoms. On va suivre surtout 4 jeunes. Notre protagoniste principal. Et puis 3 autres de ses amis, ils font ensemble le groupe de musique de l'église où en fait ils accompagnent les chanteurs, la chorale. Et puis petit à petit, en fait, au début de l'histoire, ils ont 14-15 ans et ils vont en fait découvrir la vie, les tentations, et notamment être complètement subjugués par cette jeune André qui est extrêmement belle et surtout très libre, à tel point qu'elle est souvent chopée en fait en train elle est souvent en fait vue en train de faire des gâteries à certains jeunes hommes et à prendre tout ça de très haut. Et en fait, eux, ils sont complètement subjugués par cette liberté. Il y a des passages sur cette liberté, justement, cette conscience que y a une vie, en fait. Et donc, les jeunes hommes appellent ça les autres, en fait. Il y a nous et il y a les autres. Et elle fait partie des autres et elle représente le summum des autres. Donc ils sont complètement subjugués et chacun des 4 jeunes garçons va être influencé par cet André d'une certaine façon. Il va y avoir un drame, voire des drames dans cette histoire et pas forcément ceux qu'on croit. Et Alessandro Baricco, ah là là, il a cette force d'écriture, de retenue, donc de raconter une histoire, donc en fait une histoire qui est une histoire lambda, mais qui est racontée d'un point de vue d'un jeune garçon qui est dans la réserve, dans la soumission par rapport à Dieu, de la bienséance, tout ça, et en fait qui est complètement anéanti par cette liberté de cette jeune femme.
Bref, et j'ai trouvé ça passionnant. Moi, je suis rentrée dedans à cœur perdu et je me suis perdue dans l'histoire. J'ai été vraiment touchée par l'histoire, tous les personnages m'ont vraiment touchée. Voilà, donc je peux que vous dire d'y aller. Allez-y, cette histoire, elle est superbe. Elle est notée 14,5, je crois, sur Livre Addict. Mais pourquoi n'aimez-vous pas la plume d'Alessandro Baricco et pourquoi Naomi Novik est notée 17? Je comprends pas. Bref, c'est pas grave, moi j'ai fait un peu remonter la note peut-être, je ne sais pas. Je lui ai mis, je crois, 16. J'ai beaucoup aimé. C'est pas celui que j'ai préféré, mais vraiment, ouais, franchement, c'est superbe. Voilà, donc je relirai très vite Baricco, c'est sûr. Donc je dis, j'en ai 3 encore dans ma pile à lire. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Claude Gueux de Victor Hugo, qui est vraiment une petite nouvelle qu'il a écrite après son livre Le dernier jour d'un condamné, qui est beaucoup plus conséquent, que je n'ai pas lu. Hein. Moi, de Victor Hugo, j'ai lu quoi? J'ai lu Les Contemplations, Notre-Dame de Paris, et j'en ai lu d'autres certainement, mais là, j'ai pas la liste de tous ces livres. Il n'y a pas la liste. Bon, c'est peut-être là. Alors, attendez, parce qu'en fait, il y a sa chronologie qui est quand même assez intéressante. Est-ce que je suis pas sûre d'avoir lu grand-chose de plus? J'ai Hernani dans ma pile à lire, j'aimerais bien le lire. Oui, j'ai lu... Non. J'avais commencé Les Misérables, mais non. Ça m'a pas trop plu. Mais en tout cas... Je me suis dit, les Contemplations, j'avais beaucoup aimé. J'ai pas tout lu, hein, mais j'en ai lu plusieurs, parce que c'est assez énorme. J'en avais pioché dedans quand j'étais en prépa, et j'avais adoré. Vraiment, j'avais adoré. Donc, Claude Gueux, c'est un court récit qui est un peu dans la même veine que le dernier jour d'un condamné. Là, sauf qu'on va raconter l'histoire de Claude Gueux, qui est issu d'un milieu très très pauvre, qui a à sa charge une femme, un enfant, et qui, pour eux, va voler. En fait, il va être pris en train de voler pour qu'il puisse manger, et il va être enfermé dans une prison. Et en fait, dans cette prison, voilà, il est plutôt respecté, il a vraiment une notoriété de leader, quoi. Il est vraiment reconnu comme un leader parce qu'il est imposant, il est fort, il est costaud, il aide beaucoup à l'atelier. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment apprécié. Ce qui va énerver beaucoup le directeur de l'atelier qui voit quelque chose de répréhensible. Et Claude va avoir un très bon ami, en fait, il va se faire un très bon ami d'un jeune homme, parce que lui, il a 36 ans, quelque chose comme ça, puis il y a un jeune homme de 19 ans qui va arriver dans l'atelier, qui a été aussi pris pour vol, rien de très grave, hein. Et en fait, ils vont devenir très amis, voire plus, c'est écrit dans les notes de bas de page, et en fait, c'est une histoire vraie, hein, qui est racontée par Victor Hugo, et donc, en fait, le directeur de l'atelier va pas apprécier du tout cette proximité, ce rapprochement entre ces deux hommes, et d'une façon assez terrible, va décider d'enlever ce jeune homme. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je sais plus, Alban, je crois, quelque chose comme ça. Il va, Alban, je sais plus, il va en fait l'enlever, et donc là où Claude avait retrouvé un peu une joie de vivre, surtout que en plus ce directeur de l'atelier a prévenu Claude avant que Alban arrive, que sa femme et son fils l'avaient quitté et étaient partis vivre avec une autre personne. Donc il était complètement seul, en fait. Il s'amuse en fait à le rendre malheureux, à appuyer là où ça fait mal. Et donc quand il voit cette amitié naître, il en est peut-être même jaloux. Et donc il va éloigner Alban pour pouvoir rendre malheureux Claude Gueux. Ça va le rendre tellement malheureux, il va pas comprendre en fait. Et il va trouver cette injustice tellement forte qu'au départ, il va vraiment sombrer dans une dépression. Puis petit à petit, il va vouloir faire sa propre justice. Et à force de prévenir le chef d'atelier en me disant « Rendez-moi Alban », il dit « Pourquoi vous ne me le rendez pas ?» À force de faire ça, il va lui dire de toute façon, il va prévenir tout le monde, dire que dans une semaine, si on ne lui a pas rendu Alban, il va tuer le chef d'atelier.
Il va pas prévenir le chef d'atelier, hein. Il va dire que c'est la conséquence juste de la chose, donc il va faire sa propre justice. Et finalement, il va tuer le chef d'atelier. Et il va se retrouver devant, voilà, devant la cour. Au départ, il va vouloir se tuer juste après, mais il ne va pas réussir. Et donc, en fait, il va se retrouver devant la cour et finalement être condamné à mort. Donc, c'est cette histoire qui est racontée. Victor Hugo la raconte pour en fait montrer l'absurdité des choix faits par les tribunaux, de cette mise à mort de personnes qui n'ont pas d'autre choix que de trouver le peu de bonheur qu'ils peuvent dans les situations difficiles dans lesquelles ils se retrouvent contre leur gré, puisque le fait de voler, c'est parce qu'il n'y a pas assez à manger. Donc en fait, ils se retrouvent dans des décisions, dans des solutions, des comportements que la société leur oblige, en fait, leur impose. Et donc, en fait, c'est ça que Victor Hugo, il appuie là-dessus pour expliquer que finalement, voilà, là, en fait, on applique une loi qui n'a pas lieu d'être, et en fait, il va lutter vraiment contre cette peine de mort dans les années 1830. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une chronologie aussi. À la fin, je crois que c'est à la fin, il parle de la... non, c'est en avant-propos, ouais. J'ai lu ça, la présentation. Il parle, en fait... Il parle de cette peine de mort à cette époque-là. Et on va avoir, en fait, une chronologie aussi où il explique que la peine de mort, en fait, elle est abolie en France dans les années 60, hein, quand même. C'est pas tout de suite, hein. Attendez, c'est juste... Voilà, l'abolition de la peine de mort. Donc, on a tout un historique sur l'abolition de la peine de mort. Donc là, en fait, on est en 1831 et on en parle, en fait... il explique que déjà en Autriche, en 1787, la peine de mort a été abolie, qu'ensuite elle va être rétablie parce qu'il va y avoir des guerres, et que pendant la Révolution française, on a abordé l'idée de l'abolition de cette loi, mais qu'en fait, ça n'a pas été le sujet principal, donc ça a été vite oublié. Dans le 19e, la peine de mort, elle va être abolie en Italie, en Grèce, en Roumanie, en Portugal, dans plusieurs pays. Mais en Allemagne seulement en 1949, en Angleterre seulement en 1970, en France en 1981. Et aux États-Unis, encore aujourd'hui, on le sait, elle a été abolie dans certains États et elle a été remise en place dans certains États. Et en fait, ce texte, il est très actuel encore et c'est très troublant de le lire. Mais vraiment, c'est très bien écrit, c'est superbe. En plus, avec Victor Hugo, on rentre tout de suite dans l'histoire. On s'attache au personnage. On est ulcéré par les décisions. Et voilà, voilà, moi je trouve que c'est une très belle écriture. Ça m'a redonné envie d'aller vers Victor Hugo. Donc c'était ce que je recherchais et ça a marché. Par contre, je n'ai pas envie de lire Les Misérables. Les Misérables, c'est pour moi, j'en ai une image, mais tellement... d'une histoire tellement triste pour être triste. Alors là, voilà, j'ai pas envie de lire des livres comme ça. Donc, Hernani, peut-être. Je lirai peut-être Hernani. Mais si vous avez autre chose que Les Misérables à me conseiller de Victor Hugo et que les Contemplations, n'hésitez pas. En tout cas, celui-ci m'a beaucoup plu. Mon panier de livres lus de février est plein. Et pourtant, il n'y a pas les livres de la bibliothèque que j'ai lus. Donc, j'ai beaucoup lu ce mois-ci, c'est bien. Et puis, ce matin, j'ai lu Le Joueur d'échecs. Alors, je l'ai peut-être relu parce que en le lisant, en fait, j'ai mes initiales. Vous voyez, là, je mets mes initiales. Quand j'étais petite, je faisais ça. Et donc, je pense que je l'ai lu quand j'étais plus jeune. Et je me souvenais plus, hein, pour dire, c'est une petite nouvelle. Donc, Le Joueur d'échecs de Stefan Zweig. Et là... Bah, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Alors, ce sont des histoires enchevêtrées les unes dans les autres. On est sur un paquebot. Par hasard, sur ce paquebot, en fait, on suit un personnage qui est
voilà, qui est sur ce paquebot, il y est avec un ami. Et en fait, sur ce paquebot, il y a aussi le champion du monde d'échecs qui est là, qui est un personnage un peu particulier, puisqu'il est très... en fait, son ami va lui raconter l'histoire de ce champion. Une histoire un peu originale, puisque en fait, il a un cerveau très très étrange, puisque donc il n'a pas besoin du tout de positionner sur le plateau les pièces pour pouvoir comprendre quels sont les je sais pas comment on dit, les coups, les futurs coups. En fait, tout est dans son esprit. Et il a un esprit vraiment hors du commun. En revanche, il est extrêmement bourru, pas très sympathique. Dans l'idée, il veut se faire du fric avec ça l'arrange bien d'être fort là-dedans, mais c'est pas un personnage extrêmement sympathique. Donc la première histoire, ça va être l'histoire de présentation de ce personnage hors du commun dans le milieu voilà, des échecs. Et puis, l'ami de notre narrateur, qui est vraiment un narrateur assez extérieur, sa vie, on s'en fiche un peu, hein. Et en fait, l'ami de ce narrateur décide de jouer aux échecs avec son ami, et puis finalement il voit que le champion du monde petit à petit semble être intéressé par ces parties d'échecs qui commencent à prendre un peu d'ampleur sur cette embarcation, et puis il va être intrigué, et puis finalement son ami va lui dire que il va lui demander quand même si ça l'intéresse de jouer avec eux. Et donc ce champion, on va lui dire « Ok, mais d'accord, mais tu dois me payer, parce que chaque partie que je joue est payée. » Et en fait, d'accord, il dit qu'en fait, il veut bien, parce que juste pour le fun, il le fait. Bon, il sait bien que par hasard, il sait bien qu'il peut que perdre, hein, mais jouer contre le champion du monde d'échecs, ça le challenge. Finalement, il décide de tous jouer contre lui. Et donc, ils vont perdre largement la première partie. Voilà, puisque le gars, il a genre... le champion en face, il a 20 coups d'avance, quoi. Donc les autres, ils sont... Voilà, sont juste des... Ils font ça en dilettante, quoi. C'est pas... Voilà. C'est juste un loisir. Et puis finalement, parmi les personnes qui vont faire une revanche, parce que... Même si c'est payant, le gars, il a tellement kiffé de faire une partie avec le champion du monde qu'il veut faire une revanche. Donc il faut une revanche. Et là... Parmi les personnes qui regardent ce match, je sais pas comment on dit, hein, cette partie d'échecs, il y a une personne qui s'approche et qui dit « Ah non, mais il faut surtout pas jouer cette pièce, parce que sinon, c'est sûr, vous êtes en échec dans trois manches, quoi, dans trois coups. » Et tout le monde le regarde et dit « Mais comment est-ce que tu peux savoir ça à l'avance ?» Et en fait, ils vont le laisser mener. Il lui dit, de toute façon, la seule chance que vous avez, c'est de faire une partie blanche, quoi. C'est-à-dire que vraiment, aucun des deux ne gagne. Et finalement, ils vont l'écouter, et c'est ce qui va se passer. Donc, ce champion du monde, lui-même est intrigué, parce que c'est quand même très, très rare qu'il ne gagne pas. Et donc, il va proposer à cette personne-là de le rencontrer le lendemain, et donc, cette personne potentiellement qui pourrait gagner ce champion d'échecs, on va connaître son histoire. On va connaître son histoire. Et sans vous en dire plus que ça, il est... Donc, ce personne, là, qui en fait n'a pas vraiment de nom, c'est MB. Voilà, c'est pour ça que j'arrive pas à me souvenir des prénoms, parce que parfois, ils sont pas extrêmement bien écrits. Donc, en fait, il a appris les échecs. En fait, il n'a jamais été connu dans le milieu, alors qu'on sent qu'il est extrêmement intelligent et extrêmement réactif, quoi. On sent qu'il arrive à prévoir les coups très, très en avance. Et en fait, on va comprendre qu'il a appris les échecs dans une situation de torture. En fait, il n'a pas été envoyé dans des camps où il aurait pu rencontrer potentiellement quand même des gens et bien sûr avoir une vie très très difficile. En revanche, il a été enfermé, torturé par l'isolation en fait, et interrogé de façon très très sporadique pour lui soutirer des informations. Et en fait, cet isolement aurait pu le rendre fou. Il n'est pas loin d'ailleurs d'avoir quand même eu des failles psychologiques très très fortes, puisque en fait, les échecs en font partie. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'avait rien dans sa pièce. Il n'avait rien, il n'avait pas de livre.
pas de stylo, pas de feuille, rien. Donc en fait, il était face à lui-même. Et un jour, il s'est trouvé dans une situation où il a pu voler un livre. Et le livre qu'il a volé, c'était un livre de règles d'échecs qui montrait en fait différents coups d'échecs. Il a été au départ très très déçu que ce soit pas un livre, un roman qu'il aurait pu lire, relire, nanana. Et finalement, il va rentrer dans ce livre-là et il va, de façon un peu compulsive, refaire toutes les parties, apprendre les échecs avec toutes ses tactiques. Et puis après avoir lu toutes ces tactiques, faire dans sa propre tête, puisqu'il ne pouvait pas avoir de matériel pour jouer, faire dans sa propre tête toutes les potentielles parties d'échecs contre lui-même. Donc ça va quand même devenir complètement obnubilant pour lui. Et en fait, à un moment, il a réussi à être sauvé par un médecin de cette situation, mais cet apprentissage qu'il a pu faire de façon monomaniaque, quoi, en fait, c'est ça, c'est monomaniaque le terme, c'est en fait quelque chose qui le met dans une situation difficile à vivre, en fait, de retourner dans une partie d'échecs. Pour lui, c'est un ébranlement très très profond. Donc il va quand même accepter de jouer contre ce champion, mais il dit bien que ça va être qu'une seule partie. Et voilà, je vais m'arrêter là sur l'histoire, parce que j'ai déjà pratiquement raconté toute l'histoire. Mais bon, bref. En même temps, je vous invite à le lire parce que la plume de Stefan Zweig est extrêmement belle. Pareil aussi, très abordable. Donc n'hésitez pas à plonger dans cette histoire de vie qui mêle différents personnages et qui raconte voilà, les personnages des histoires de vie vraiment très particulières et intenses, avec des personnalités aussi extrêmement fortes. C'est très bien écrit, ça se lit très bien, c'était très agréable, et pas que, vous voyez, c'est pas que on s'en souviendra, quoi. C'est vraiment... voilà, c'est vraiment un écrivain un peu comme Baricot qui vous secoue, quoi, qui vous prend lecteur comme ça, il me dit « Regarde, moi je vais te raconter une histoire hors du commun, quoi. » Là, on y est, donc voilà, superbe. Donc, pareil, en fait. Hein. Donc, ça m'a donné envie de relire Zweig. En fait, moi, de Zweig, j'ai lu 24 heures de la vie d'une femme. Il y a très longtemps, j'ai très envie de le relire. Je l'ai mis dans ma pile à lire, d'ailleurs, pour le relire. J'ai lu Amok aussi. Il est dans mon recueil aussi, je le relirai. J'ai pas lu Marie-Antoinette. 24 heures de... La confusion des sentiments, je l'ai relu il y a pas très longtemps, mais j'avais été un peu déçue. Voilà. Donc, mais c'est pas fini, mon histoire avec Zweig. Je lirai d'autres choses. Voilà. Et bien écoutez, c'est très très long, hein, tout ça, déjà. Donc, aujourd'hui, je compte aller me balader en début d'après-midi et bouquiner en me baladant, ça va être trop bien. J'ai commencé à lire le tome 2 de Dune et je compte bien y retourner parce que hier soir je me suis endormie dessus, j'étais fatiguée. Je dors bien mais mon réveil est trop tôt et du coup je suis quand même fatiguée. J'ai besoin de me reposer. Voilà. Et la lecture aide à se reposer l'esprit, donc je vais en profiter. Je vous laisse là, je vous retrouve un peu plus tard pour la suite de mes aventures livresques. Allez, bye bye!
Kitty, kitty. C'est tout nous, ça. C'est un beau chacha, ça. Non, tu veux pas de câlin, bisou? C'est Pim qui monte. Ok, alors. Hello du... je sais pas, on est quoi, mercredi? Je suis perdue. Aujourd'hui, je devais finir et clore ce vlog 7 jours 7 livres. Sauf que je vais pas le faire, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je prévois de faire un feuilleton 24 heures à partir de vendredi 19 h. Et je me suis dit qu'en termes d'organisation pour moi, pour les montages, ça serait bien de faire courir cette vidéo jusqu'à vendredi dans la journée, quoi, pour la clore. De faire le montage si j'ai le temps dans la foulée. Et puis du coup d'enchaîner avec une autre vidéo qui sera le feuilleton. Et ensuite on repartira sur un carnet de lecture un peu plus standard où je vais repartir en fait sur genre 3 lectures faites et une vidéo sortie. J'ai du mal à parler, je suis désolée, je suis un peu fatiguée. En fait, le truc c'est que ça se goupille aussi avec le fait que j'en ai un petit peu marre de me forcer à lire des petits livres. Donc je savais que je le ferais un moment et qu'à un moment j'en aurais marre. Et en plus, je me suis fait une pile à lire pour le mois et il y a des livres dedans que je vais absolument lire. Notamment celui que je suis en train de lire là, qui est le second tome de Dune. Et donc du coup, je trouve ça dommage de ne pas vous le montrer dans cette vidéo là, parce que j'aimerais bien le terminer. Alors je sais pas si je vais le terminer aujourd'hui. En fait il me reste une centaine de pages à lire à peu près, je pense. Et je sais pas trop si je vais avoir le temps parce que j'ai pas mal de trucs à faire parce que demain c'est une journée de teinture, il faut que je prépare mes laines et tout. Voilà, désolée j'ai un peu changé la couleur parce que j'avais l'air encore plus fatiguée que dans la réalité. En fait je suis pas fatiguée, j'ai bien dormi et tout, donc je suis reposée, mais j'ai un petit mal de gorge qui commence à arriver. Ce matin je me suis pris une suée à porter des trucs et depuis je suis un peu enrouée. Alors, moi je vais quand même vous parler de livres que j'ai lus. Déjà j'ai lu 6 tomes de la saga Arte, qui est une saga de Kei Okubo qui est parue chez Komiku Édition. Donc j'ai lu du tome 4 au tome 9. Il y en a à peu près 16 ou 17 je crois. Et elle n'est pas marquée terminée sur Livre Addict, donc elle ne doit pas être encore terminée. Peut-être elle va s'arrêter vers 18, je crois que c'est ce qui se passe parfois, au 18 ou 20, 21. J'aime beaucoup, franchement c'est très sympa, en plus de les lire les uns à la suite des autres. Donc on suit toujours Arte, qui est cette jeune fille, je vais vous la montrer plutôt sur le tome 8. J'aime bien les couvertures, je vais vous la montrer sur les différentes couvertures, elle est trop mignonne. Donc je vous en ai déjà parlé, elle s'est coupé les cheveux pour ressembler à un garçon et pouvoir dans la Florence, j'arrive pas. Elle est à Florence et en fait elle veut absolument intégrer un atelier de peinture et on est à la Renaissance. Donc à cette époque-là, les femmes n'était pas peintre. Et en fait, Arte, même si elle est issue de la noblesse, elle a très très envie de faire ça parce que c'est une passion dévorante et elle est très très douée, notamment dans le portrait. Donc elle rentre dans l'atelier de Léo qu'on voit en fond là, qui est assez bourru, mais qui est assez droit. Elle va même jusqu'à... Il y a quand même une petite attirance, en tout cas, il n'est pas vraiment question d'attirance, mais vraiment plutôt d'éveil à l'amour. Et Arte n'est pas insensible à Léo. Léo, on ne sait pas trop ce qu'il pense. On sait qu'il aimerait bien être insensible, mais qu'il ne l'est pas vraiment. Voilà, que c'est plus fort que lui. Arte l'intrigue et l'intéresse. Alors on ne sait pas trop sous quel angle, c'est pas clairement dit, même au bout de 9 tomes. Voilà. Il y a eu un passage où elle est partie à Venise parce que elle a été dépêchée pour faire des portraits pour une famille
pour une famille de la noblesse et en plus être préceptrice pour une jeune fille. Donc on a eu le portrait de plusieurs autres personnes et ensuite on est revenu à Florence et voilà, donc le parcours professionnel de Arte est en train de se développer et elle se pose des questions sur le fait de rester dans le petit atelier de Léo ou d'intégrer un plus grand atelier dans lequel elle pourrait ensuite pouvoir devenir peintre à la cour par exemple. Ou, voilà. Donc elle se pose des questions, c'est franchement, c'est mignon, elle est pleine d'entrain, elle n'a pas peur de porter des choses lourdes. C'est vraiment un personnage de jeune femme très bien incarné et qui représente pas mal de belles valeurs. Même si on a tout à fait conscience que c'est pas tout à fait réaliste. Hein. Ne soyons pas dupes. Mais il y a d'autres personnages que j'aime bien. Par exemple, il y a une courtisane. Léo, je trouve qu'aussi son personnage est intéressant. On croise des personnes qu'il connaît aussi. Voilà, enfin, il y a des choses qui sont plutôt bien faites, d'autres où il faut passer un petit peu outre, mais franchement, la saga, elle est plutôt chouette. Sinon, j'ai abandonné Alex Rider Stormbreaker, donc qui est en fait un livre en français-anglais. J'ai lu que j'en étais à peu près là. Au tiers et puis en fait j'ai abandonné parce que l'histoire m'intéresse pas, c'est dommage hein, mais c'est trop jeunesse pour moi. Voilà, le MI6, ce jeune homme de 16 ans qui doit l'intégrer par force pour essayer de comprendre ce qui s'est passé pour son oncle. Bah, j'ai pas forcément envie de savoir ce qui va se passer pour lui, voilà, je suis désolée, donc du coup je me force pas, je vois pas d'intérêt à le faire. C'est pas grave, je trouverai un autre livre en anglais. J'ai une BD là qui s'appelle Sheets, peut-être je pourrais la lire, mais je trouve que ça fait plus ambiance automnale. Elle est là, puisque c'est des fantômes, je sais pas, j'avais envie de la garder plutôt pour l'automne. Donc du coup je l'ai rangée parmi mes BD parce que je l'avais mise dans ma pile à lire, et en fait je vais pas la lire tout de suite. Et sinon j'ai fini de lire ce recueil de nouvelles de H.P. Lovecraft, le mythe de Cthulhu, et j'ai enfin découvert ce que c'est que la littérature Lovecraftienne, donc cette littérature d'horreur, d'angoisse qui monte doucement. Ce que j'en comprends, là ce que je comprends, parce que moi c'est ce que je voulais savoir, c'est justement ce qui était derrière, c'est que ce sont, pour moi c'est toujours un peu le même schéma narratif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui raconte quelque chose qu'on lui a raconté. Souvent c'est un docteur, une personne qui est dans les sciences ou dans l'histoire, ou qui est un chercheur qui se pose des questions et qui arrive à entendre des choses de l'ordre du surnaturel et très très flippantes, comme quoi des créatures qui viendraient certainement d'un autre monde, bien plus lointain que le monde qu'on connaît, seraient sur Terre et auraient pour ambition de tous nous tuer, nous les hommes. Et autour de ça, il y a des rituels de certaines populations qui vont vénérer par exemple Cthulhu, qui représente, ça c'est la première nouvelle. Il y a vraiment une vénération avec une ambiance avec des représentations, des choses un peu de l'ordre des forêts. On retrouve des représentations avec des tribus qui font des vénérations, des danses, des chants, qui côtoient des créatures surnaturelles qui ressembleraient, qui viendraient de l'eau, qui auraient des formes étranges, un peu comme celles qu'on voit là sur la... voilà, ça serait Cthulhu. Donc il y a en fait... c'est vraiment une ambiance particulière, voilà, c'est ce que je comprends, et une angoisse qui monte tout doucement. Moi, ça m'a pas fait peur. La dernière nouvelle, c'était ma préférée. Je vais juste vous dire comment est-ce qu'elle s'appelle. J'ai trouvé qu'elle était super. Je l'ai lu en une seule fois d'un coup en me baladant. Là, c'était dimanche. Attendez. C'est Celui qui chuchotait dans les ténèbres. Elle m'a fait un peu flipper, hein. J'étais assise au bord des étangs là pour la terminer. C'était assez impressionnant. On se demandait ce qui se cachait dans l'eau. À tout moment, j'entendais des bruits bizarres. Je me suis demandé un petit peu ce qui allait se passer. Voilà, c'est vraiment des ambiances un peu particulières. Il y a le côté aussi extraterrestre qui est quand même présent.
Il y a le côté science qui est très présent aussi. Il y a une empreinte scientifique très forte. Et alors, il y a des descriptions en veux-tu, en voilà. Et alors, je trouve que, par contre, moi, ce que j'ai moins aimé, mais bon, parce que ça a été écrit début 20e, quoi. Il est mort en 1937, H.P. Lovecraft. Les descriptions sont très, très longues et l'histoire met du temps à se mettre en place. Dans des schémas narratifs un peu longs, avec des phrases longues, parfois qui peuvent faire tout un paragraphe. Voilà, c'est écrit comme ça, quoi. Alors, il y a des moments, ça passe très bien. Par exemple, dans la dernière, j'ai trouvé quelques longueurs au début, mais après, quand j'ai compris, en fait, comment il fonctionnait, j'ai trouvé ça moins long. Et voilà. Et souvent, il y a un schéma épistolaire aussi, avec des personnes qui s'échangent des missives pour se dire comment ça se passe, et avec justement l'angoisse qui monte petit à petit dans ce qui est raconté. C'est terrible. Dans la dernière notamment, que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas, c'était assez flippant. Et d'après ce que je comprends, parce que je suis allée voir un petit peu, il a tourné autour du mythe de Cthulhu dans de nombreuses nouvelles. Donc c'est très très emprunt chez lui, ce mythe d'une créature qu'il faudrait, en fait, qui serait en voie d'être éveillée par justement toute une population qui, avec des rituels, permettrait en fait à Cthulhu de revenir et de devenir en fait le maître du monde, quoi. Justement, c'est très important chez lui et c'est ancré dans quelque chose de très très profond pour Lovecraft, quoi. C'est quelque chose qu'il va raconter de différentes façons. D'ailleurs, dans les nouvelles, à un moment, on retrouve, dans la dernière notamment, il parle il y fait référence. Et il fait référence à des recherches qui ont existé, surtout sur le mythe de Cthulhu. Et voilà, donc il fait des allers-retours et toutes les histoires tournent autour de ce mythe-là. Voilà. Ce qui m'intéresserait maintenant de lire, c'est les versions bande dessinée autour de ça pour voir ce qui en a été fait, comment ça a été interprété. Voilà. Après, moi, j'ai pas adoré l'écriture de Lovecraft. C'est pas, par exemple, je me dis pas là, j'ai super envie de lire des Monts et Merveilles. Non, j'ai pas vraiment envie de lire des Monts et Merveilles pour le moment. Mais voilà. Donc, j'irai peut-être lire d'autres choses de lui. Mais j'ai compris. Ça, c'est bien. C'est bien quand on comprend. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est que là, maintenant, j'ai 2 livres en cours. J'ai celui qui est dans mes oreilles, qui est que j'écoute sur Audible, qui est La forme de l'eau, de Guillermo del Toro et je ne sais plus qui, que j'avais déjà commencé à lire il y a un moment, que j'avais abandonné parce que j'avais trouvé long, et je l'ai repris parce que on fait un voyage vers le Mexique, là, dans l'Amérique du Nord, et donc comme c'est un auteur et un réalisateur mexicain, je me suis dit, allez, redonne-lui sa chance, et j'ai failli l'abandonner au début parce que c'est long à se mettre en place, mais j'ai pas compris. En plus, c'est un roman choral avec beaucoup de personnages et en fait, on comprend pas au début ce qui va se passer. J'ai rien compris au début. On va dire les 30 premières minutes, tu comprends rien. Et je sais pas quelle impression ça donne quand on le lit. Mais maintenant, ça y est, je comprends. Je veux pas dire que j'adore. Les chapitres sont très très courts et on passe rapidement d'un personnage à un autre. Je vous raconterai l'histoire quand je l'aurai terminé. Mais ça va mieux. Voilà, c'est pas non plus le grand kiff, mais ça va mieux. Et Dune est mon second livre et j'ai envie d'y consacrer le temps qu'il faut. J'ai mon chat qui s'amuse avec le marque-page là. Donc du coup, il s'abîme un peu. Mais quel kiff. Par contre, je suis obligée de reprendre des petites notes parce que je l'ai lu le dernier, ça fait plus d'1 an. Donc j'ai repris des petites notes, mais ça y est, je suis dedans. Et c'est trop bien. Voilà. Donc là d'ailleurs, je vais aller me poser un petit peu et lire quelques chapitres avant d'aller m'occuper de mes laines. Donc je vous laisse là, on se retrouve. Alors demain, je sais pas, si j'ai fini de lire Dune, je reviendrai vous voir. Et j'aimerais bien lire un graphique dans la journée de demain, ce serait cool.
Donc je vous laisse là, on repart sur un format un peu plus standard au niveau des lectures parce que on ne peut pas toujours faire des challenges, mais j'ai très très hâte d'être vendredi 19h. Je ne sais pas encore ce que je vais lire, je vais regarder dans ma pile à lire. Et j'aime bien les challenges, basculer d'un challenge à un autre, c'est très motivant, je trouve. Mais c'était chouette hein, de lire des petits bouquins. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à en lire là. Mais j'irai piocher d'ailleurs, pour le moment je les laisse devant moi et j'irai piocher de temps en temps dedans. Parce que c'est très agréable pour découvrir des auteurs. J'ai vraiment adoré. Donc là on est le 22 je crois, février. Donc bah, voilà, à 6 jours de la fin du mois, j'abandonne. J'abandonne le 7 jours 7 livres. C'est officiel. Bon allez. Ben voilà, je vais aller prendre plaisir à lire Dune et je vous retrouve un peu plus tard. Alors, on est vendredi. Tout à l'heure à 19h commence le feuilleton 24 heures. Trop contente, je sais pas trop par quoi je vais commencer, mais j'ai trop hâte, c'est trop cool. Mais sinon, il faut quand même que je termine, que je vous dise ce que j'ai lu. Déjà, j'ai lu ça, j'ai failli me le prendre dans la figure. Je suis désolée pour la lumière, à chaque fois c'est trop... Sous le Velux, là, c'est trop ou pas assez, quoi. Ok. Donc, j'ai fini, hier j'ai fait une grosse séance de teinture et j'ai fini d'écouter La forme de l'eau. Je vous mettrai la petite vignette là, de Guillermo del Toro, que je connais comme réalisateur. J'avais déjà essayé ce que je vous ai dit hier ou avant-hier, j'ai déjà essayé de le lire et j'avais pas du tout accroché. Là, je me suis accrochée, un peu sous la contrainte, j'avoue. Et bah, c'était pas si mal, je vais vous dire ce que j'ai bien aimé, je vais vous dire ce que j'aime pas trop. Alors, on est dans un livre... Au départ, on ne se dit pas qu'on est dans un livre fantastique. La forme de l'eau, on a une couverture avec un personnage venu des eaux, une jeune femme qui est enlacée avec ce personnage, et on sent qu'on va parler de romance et de fantastique. Le début du livre n'est pas du tout comme ça. Et quand je dis le début du livre, on va dire le personnage fantastique arrive au bout de 1h30 d'écoute audio, voire 2 heures, pour un livre qui fait à peu près 13 heures d'écoute audio. Après, je sais pas, je crois que c'est 450 pages à peu près, mais donc il arrive pas tout de suite, hein. On a d'abord le portrait, alors je ne vais pas me souvenir des prénoms. Ah si, Elisa. On a d'abord plusieurs portraits. On a le portrait de 2 femmes de ménage. Elisa, qui est muette. Elle n'est pas sourde, elle est muette. Elle est orpheline, donc elle a été élevée dans un orphelinat. On va avoir un peu de son histoire au départ, quand elle est petite. Et en fait, elle est dans l'orphelinat, elle était très brimée justement pour son handicap, très martyrisée autant par les autres enfants que par les supérieurs entre guillemets. Et en fait, tout le monde lui disait, toi tu finiras prostituée, voilà, à 18 ans, tu pars de l'orphelinat, personne t'a adopté, ta vie ne va pas être... voilà, ne t'attend pas à quelque chose d'extraordinaire. Et finalement, Elisa, elle va trouver un appart, elle va essayer de se débrouiller, c'est vraiment une débrouillarde, voilà, qui est un petit peu à part, parce qu'elle est dans son monde. On entend, en fait, c'est un roman choral, donc quand je parle d'Elisa, je parle des chapitres qui sont dédiés à elle. On va avoir Elisa qui en veut, quoi. Et en fait, elle va réussir à se faire employer comme femme de ménage, notamment dans un laboratoire, avec une autre femme de ménage. C'est un deuxième personnage qui est noir, qui vit avec son mari et ses enfants, qui n'est pas très heureuse dans son ménage. Ensuite, on a un autre personnage, c'est un des chercheurs du laboratoire, Strickland, qui a fait la guerre, qui veut faire qu'ils ont en fait trouvé cette créature fantastique dans les mers, je sais plus trop où, près du Mexique. Et en fait, il le ramène dans un laboratoire. Et le truc, c'est que cette créature fantastique, elle attire les chercheurs, et notamment les Russes. Et bon, alors l'intrigue politique n'est pas très très présente, hein. Là je vous le dis parce que c'est écrit dans le résumé, mais on la ressent pas tant que ça, je trouve. Et Strickland, qui est vraiment pas sympathique, hein. Il a une vision des choses très hautaine, on sent qu'il en a bavé en même temps, mais il est vraiment pas sympathique. Et il parle des gens, notamment des femmes de ménage, avec beaucoup de vulgarité. C'est vraiment pas un personnage, c'est un personnage assez exécrable.
en fait, ce qu'il veut, lui, c'est faire des prélèvements, tuer cette créature pour pouvoir, en fait, en récupérer toutes les informations scientifiques qui peuvent être intéressantes pour lui et puis passer à autre chose. Le truc, c'est que Elisa, je vais m'asseoir, bien sûr, comme d'habitude, Elisa va faire le ménage dans cet institut scientifique et elle va se retrouver un jour à faire le ménage parce que justement Strickland, il y a une panique en fait, une sirène d'alarme et en fait Strickland, il sort et il a plus de doigts, quoi. Il lui manque 2 doigts. Et Elisa en fait et l'autre femme, je sais plus comment elle s'appelle, Loretta, quelque chose comme ça, vont se retrouver à faire le ménage et elle va se rendre compte en fait que cette créature qui vient des eaux, donc la forme de l'eau, est dans un container quoi, rempli d'eau et en fait elle va rencontrer cette créature et l'intérêt en fait c'est que comme elle n'a pas de langage parlé, elle est différente des autres hommes parce que la créature en fait a très peur des hommes forcément puisque elle est victime d'expériences en tout genre et donc elle se défend. C'est pour ça qu'elle a fait mal en fait à Strickland et donc ce qui se passe c'est que elle va se prendre d'affection voire plus pour cette créature. Je ris parce que non mais les descriptions justement de la rencontre entre les deux, j'ai trouvé ça assez beau. J'ai pas été subjuguée par l'histoire et j'ai trouvé que les caractère. Bon, le personnage d'Elisa était assez intéressant, mais j'ai trouvé... il y a un autre personnage, c'est un voisin qui est un peintre, qui fait des peintures pour la publicité, mais qui en fait vraiment aime la peinture, quoi. C'est un peu un artiste maudit, vous voyez. Donc ça, j'ai bien aimé ce personnage-là. Mais en fait, ça partait dans tous les sens pour qu'au final, l'histoire, ça soit vraiment une romance. C'est toujours ce que je regrette. Mais finalement, c'était pas si mal, mais... Pour tout remettre en ordre et comprendre qui est qui, notamment en audio, j'ai trouvé que c'était pas évident. C'était pas trop mal lu quand même, mais j'ai pas été subjuguée par l'histoire. Déjà, l'histoire d'amour m'a laissé un petit peu froide. Ça m'a pas vraiment touchée. J'ai trouvé que peut-être... Alors, c'était pas mal écrit cette relation, mais en fait, pas assez dans les détails pour que ça me touche. J'y ai pas cru. En fait, ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça n'a pas forcément bien fonctionné. Mais on sent que potentiellement un film pourrait être fait. D'ailleurs, il y en a un qui est sur Netflix que je regarderai. Apparemment, il a pas beaucoup plu, je crois. Et ouais, pourquoi pas. Bon, c'est pas le livre du siècle, mais j'avais envie d'aller lire un livre écrit par un Mexicain pour mon tour du monde. Et donc, c'est chose faite. Ça peut vous plaire, hein, si vous aimez les romances un peu originales, ça peut vous plaire. Voilà. Je crois qu'il a écrit d'autres choses, hein, Guillermo del Toro. Bon, j'ai quand même... j'ai passé un bon moment. Je me suis pas ennuyée pendant la lecture audio. J'ai juste pas compris le début du livre. Je trouve que le rythme est bancal au début du livre. Après, ça va mieux quand on connaît les personnages, mais le rythme est un petit peu bancal. Ensuite, j'ai lu un roman graphique, Hypericon, de Manuel Fior, qui est italien. C'est un homme. Édité chez Dargaud. Qui était une nouveauté de la bibliothèque. Je crois que ça, c'est une nouveauté quand c'est rouge comme ça. Ensuite, il y a une double temporalité. Ça commence par la découverte... Je vais éternuer. C'est fait. La première temporalité, c'est la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1920. Et les premières recherches, les premiers... comment est-ce que les hommes sont arrivés sur place, comment est-ce qu'ils ont déblayé, tout ça, c'est assez magique. En parallèle, on suit le personnage d'une jeune femme qui est là, qui s'appelle Teresa, elle est ici. Teresa, elle est très intelligente et elle est passionnée par l'égyptologie. Et donc, elle est assez jeune, c'est quelqu'un qui est très cultivé, qui lit énormément, qui fume beaucoup de cigarettes. Et elle arrive dans les années 90, c'est ça ? Ouais, elle arrive à Berlin dans les années 90 alors qu'elle vient d'Italie. Et elle va se faire embaucher comme assistante scientifique pour l'installation d'une exposition justement sur Toutankhamon, ce qui fait le lien entre les deux périodes. Et en fait, on va suivre son histoire
qui ne se trace pas comme elle l'aurait souhaité. Donc en fait, c'est vraiment une tranche de vie. Et elle va rencontrer sur son chemin un squatter un peu original qui vit aux dépens de son père, mais ne le dit pas, qui ne fait pas grand-chose, mais qui potentiellement a un grand talent de dessinateur. Et voilà, donc là où elle pensait son chemin tout tracé, son chemin ne va pas être si tracé que ça, puisque le personnage qu'elle va rencontrer, qui s'appelle Ruben, va tout remettre en question. Il est question d'insomnie, elle est très insomniaque, et il est question en fait des difficultés de vivre avec quelqu'un quand on a des problèmes de sommeil. J'ai trouvé que c'était intéressant, ces sujets-là. Ça part un peu dans tous les sens, on comprend, j'ai pas trop compris pourquoi il y avait 2 temporalités finalement. J'ai trouvé que la partie de découverte était assez belle, parce que je trouve la personne a réussi à retracer l'éblouissement, les premiers éblouissements quant à la découverte de cette tombe qui a été extrêmement fabuleuse. Et donc la remise en question par rapport à une temporalité dans les années 90 est assez bien faite. Le Berlin après la destruction du mur, tout ça c'est assez intéressant. Mais l'histoire en tant que telle de Teresa et Ruben, elle est assez anodine en fait. Mais en fait, on a l'impression qu'elle voudrait être assez anodine et être porteur d'un message plus important sur l'avant. Il parle beaucoup du passé, du futur, parce que justement en Égypte, nous dans nos traditions, le futur est devant nous, le passé derrière nous. En Égypte, c'est à cette période de Toutankhamon, le passé est devant nous et le futur derrière. Il y a tout un truc sur le temps qui a été abordé, mais je trouve qu'en fait c'est un peu bordélique, et voilà. Les dessins m'ont pas fortement touchée. Alors faut pas que je vous montre trop, parce qu'il y a quand même pas mal de scènes de sexe. Je vous montre une page là sur l'ouverture de l'exposition. Elle est là, Teresa. J'ai passé un bon moment, mais en fait sans plus. Je pense qu'elle restera pas gravée dans ma tête, mais cette couverture est très belle, vous ne trouvez pas? La couverture est très belle, mais l'intérieur est un peu moins beau. Mais la partie sur l'Égypte, j'ai trouvé ça assez joli. Voilà. Mais j'ai pas très bien compris ce que l'auteur a voulu laisser comme message. Et on termine par un coup de cœur intersidéral. Le 2e tome de Dune. Voilà, 2e tome de Dune. De Frank Herbert, dans cette très belle collection qui a été retraduite de Frank Herbert, qui a été traduite par Michel Demuth. Là, il y a une préface de Laurent Genefort et la postface de Nicolas Martin. Je ne les ai pas lus, je le dis comme ça, parce que j'avais vraiment envie de rentrer dans le vif du sujet. Il n'est pas très très long, celui-là, il fait 250 pages, quelque chose comme ça. Pendant ma lecture, j'ai eu besoin de reprendre quelques notes. Là, on va suivre. Donc, en fait, on est 15 ans après. Donc, la fille de Jessica est née. Donc, Jessica, c'est la mère de Paul Atreides. Je ne vous rappelle pas l'histoire. Hein. Chani est née. Donc, elle a la prescience et les facultés des Bene Gesserit, qui sont en fait une... Je sais pas comment dire. Les Bene Gesserit, il y a un ordre religieux et en même temps c'est celles qui veulent en fait qui veulent mettre en place c'est les Bene Gesserit qui vont en fait imposer, enfin pas imposer, qui vont choisir le nouveau Kwisatz Haderach. Et en fait, Kwisatz Haderach, j'arrive pas à le prononcer, c'est Paul Atreides. C'est-à-dire c'est celui qui a la prescience et qui a la conscience ultime du temps. C'est-à-dire qu'il sait il connaît tout ce qu'il y avait dans le passé et dans le futur. Il a cette prescience-là, donc c'est vraiment l'omniscient, l'omnipotent. Je ne sais pas comment dire plus que ça. Et donc, c'est les Bene Gesserit qui, par le biais de Jessica, qui l'était elle-même, ont mis en place ce Kwisatz Haderach. C'est très difficile à dire. Et donc, on suit Paul, Chani, qui
qui est toute jeune, qui a 15-16 ans, hein, puisqu'elle vient juste de naître à la fin du premier tome. À côté de ça, l'histoire d'amour, donc à la fin du premier tome, je vais spoiler, donc pour les personnes qui n'ont pas eu le premier tome, vous pouvez passer quelques minutes, ça ne va pas être très long. À la fin du premier tome, Paul Atréide se marie avec la princesse d'Arrakis, dont il a destitué, en fait, et même tué les parents, enfin le roi, en fait, d'Arrakis, sur Dune. Et donc, il négocie, enfin, je sais pas s'il les a tués, non, je sais plus. Mais bon, bref, il négocie, en fait, de se marier avec la princesse, au détriment de l'amour qu'il a pour... comment est-ce qu'elle s'appelle, hein, pour Chani. Ah oui, tout à l'heure j'ai dit Chani, mais la sœur de Paul, c'est pas du tout Chani, c'est Alia. Chani, c'est l'amoureuse de Paul, qui est Fremen. Donc, les Fremen, c'est ceux qui vivent sur Dune, qui ont les yeux bleus à force d'ingérer l'épice de Dune. L'épice de Dune, en fait, elle a une faculté de... voilà, elle rend sensible à la prémonition, et en plus, elle assure... en fait, c'est une drogue, hein, c'est quand même une drogue très forte, mais qui permet d'avoir des sensations beaucoup plus fortes et plus... voilà, plus sensibles, quoi. Ça rend sensible à beaucoup de choses, au temps, à l'espace, plein de choses. C'est une drogue, globalement. Et donc, ce qui se passe, c'est que Irulan, qui est donc la princesse, la femme de Paul Atréide, elle souhaite avoir un héritier, mais Paul n'a jamais rejoint la couche d'Irulan. Et en fait, il est marié juste pour le protocole, mais lui, il aime Chani. Et d'ailleurs, Chani, elle va avoir un enfant de Paul. L'idée, c'est qu'elle soit enceinte, parce que lui, c'est ce qu'il veut. Ce qu'il souhaite, c'est donner naissance à l'amour, et non pas à son union, son union qui est totalement juste démonstrative, en fait, qui est juste une vitrine. Et depuis le début, il le dit, dire qu'il ne l'aimera jamais, mais que son seul amour, ce sera Chani. Voilà. À côté de ça, il y a un truc un petit peu bizarre. Je ne vais pas trop vous le dire, parce que j'ai pas trop envie de vous le spoiler. Mais il va y avoir le royaume Tleilaxu, en fait, il va y avoir une conspiration qui va être menée contre Paul. Donc c'est vraiment le sujet. C'est la conspiration qui va être faite par des Bene Gesserit, des danseurs visages. Les danseurs visages, c'est ceux qui peuvent prendre l'apparence, en fait, c'est des métamorphes. Ils peuvent prendre l'apparence de qui ils souhaitent. Il y a la guilde aussi. Donc il y a un navigateur de la guilde. Le navigateur, c'est trop fort parce qu'il est vraiment dans une bassine, dans une cuve. Et la Bene Gesserit, c'est celle qui a fait passer l'épreuve de Gom Jabbar à Paul. Vous savez, celle où il met la main là, et il ne doit pas enlever sa main. Sinon, ça veut dire que ça ne sera pas le bon. Ça ne sera pas le bon prophète, quoi. Voilà. Bref, il va y avoir une conspiration qui va prendre la forme de quelqu'un cher au cœur de Paul Atréide, voilà, qu'on a rencontré dans le tome 1. Et ce personnage qu'on adore dans le tome 1, enfin qui est important dans le début du tome 1, je ne vous dis pas plus, c'est une pierre d'angle très importante dans ce tome 2. Je trouvais ça génial. Alors, parce que là, je vous raconte l'histoire, ça c'est hyper compliqué d'une, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réflexions, de stratégies politiques, tout ça. Moi, en fait, à chaque fois que je vais dans Dune, j'ai peur de rien comprendre. Vous voyez, j'ai pris des notes, et finalement, les notes, par contre, ça m'a aidé. C'est vraiment juste recto verso, des petites notes à la va-vite, pour pas oublier qui est qui. Mais vous avez vu, quand je vous ai parlé, je vous ai dit que Chani, c'était Alia. Bon, mais bon, j'ai bien compris qui était la sœur, qui était l'amante. Mais en fait, le truc, c'est que faut pas avoir peur, faut y aller mais c'est tellement bien. Alors le personnage de Paul Atréide, il est génial. Il est génial. Et j'ai trouvé que c'était très beau parce que cette prescience là où on dit c'est le prophète, c'est vraiment celui qui rassemble tout le monde, qui représente
cette puissance, cette connaissance, cette intelligence ultime, finalement, comment il la vit, lui, pour lui, c'est dur à vivre. Et même sa sœur, qui, elle également, a ses dons, on a aussi son point de vue, c'est très dur à vivre en fait. Ils préféraient ne pas l'avoir. Et en fait, ils subissent ces dons plus qu'ils en ressortent forts, quoi. Donc, c'est ça qui est très bien écrit. Je trouve que les relations entre les personnages sont extrêmement bien décrites, avec un ton très original, très... hors du commun. J'essaie de vous faire comprendre un peu ce que je ressens quand je le lis. On est vraiment dans un autre monde. On est vraiment ailleurs, avec des gens qui pensent autrement, des strates sociales complètement différentes, et qui reproduisent quand même des schémas qui, d'un point de vue historique, on a connu, nous, humains. C'est-à-dire que, par exemple, ils parlent du djihad, et que, sous couvert d'être, comment dire, sous couvert d'un rapprochement avec les Atréides, ce djihad en fait est en train de tuer, de décimer des populations, en disant que c'est cautionné par Paul Atréide, alors que pas du tout. Paul Atréide, il subit ça parce qu'en fait, ça a été complètement détourné de ce qu'il souhaitait au départ. Et donc en fait, à un moment, il dit qu'il est le pire tyran de l'histoire, plus que Hitler. Il donne des références au monde qui existait avant, parce que là, on est vraiment sur de la science-fiction, dans des milliers et des milliards d'années plus tard. Et voilà, donc il se compare. Pour lui, c'est tragique. Et j'ai trouvé que ça, c'était très beau, parce que ça prend des proportions, en fait. Ça parle de pouvoir, ça parle de ouais, c'est ça, de combines politique pour avoir le pouvoir, notamment sur cette épice, sur ces choses-là dont voilà. Et en fait, il y a un côté extrêmement triste et tragique dans Dune, je trouve, que j'adore. Voilà. Mais vraiment, quel kiff de le lire. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à lire le tome 2. Donc le tome 3, au début, je crois que c'était le bleu, là. Mais non. Donc le tome 3, je vais le mettre en avril. Non, peut-être pas en avril, je sais pas. Mais je vais le lire. C'est le 3e tome, Les Enfants de Dune. Je ne dirai pas qui sont ces enfants, mais... Ah là, j'ai trop envie de le lire, du coup. On n'est pas sur le même volume, mais c'est pas non plus... c'est 490 pages, 500 pages. Voilà. Donc celui-là, en plus, il est... Voilà, faut que je le lise au printemps, parce qu'il est vraiment dans les couleurs. Voilà ce que je voulais vous dire pour clore ce carnet de lecture qui aura été quand même assez long. Peut-être pas beaucoup de rush avec des images en dehors de ces petits blabla autour de mes lectures. J'espère que ça ira quand même. Je vais passer ce soir à une lecture, à mon 24 heures feuilleton de lecture. J'ai trop hâte. Il faut que je vous tourne ma palle aussi de mars, je suis en pleine réflexion. Voilà, donc de belles lectures. Je vais voir ce que je peux lire sur le feuilleton. On se retrouve donc sur une prochaine vidéo pour parler de ma suite de lecture. Ma suite de lecture et la fin des lectures pour février. Et puis voilà, bientôt les 3 préférés. Et puis aussi le book haul avec le tirage au sort. Faut que je tourne... je voulais le tourner aujourd'hui, mais pas avoir le temps. C'est pas grave, je prolonge un peu le concours, c'est pas grave. Voilà, donc ça sera tourné peut-être demain. Je pense que demain, j'aurai peut-être plus le temps, bien que c'est le feuilleton 24 heures. Je vais essayer de le tourner entre aujourd'hui et demain. Je vous fais des gros bisous, à très très vite sur la chaîne. Et puis surtout, faites de très très belles lectures. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment et si ça vous plaît ou non. Allez, bye bye, prenez soin de vous.